Bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est très heureux de vous accueillir pour cette très jolie table ronde qu'on a ce matin. On a la chance d'avoir des intervenants de haut vol, très belles startups qui sont en train d'accélérer fortement. Avant toute chose, encore merci à Olivier de BCG de nous accueillir toujours tout aussi gentiment et nous laisser nous mettre à disposition cette salle. On est très heureux de ce partenariat. N'hésitez pas, je le dis avant d'oublier, à nous suivre sur LinkedIn. On a un groupe Retail Consumer and Luxury Goods de l'INSEAD. N'hésitez pas à nous suivre. Les événements sont ouverts à tous et on a de très jolis événements d'ailleurs à venir. Je vais passer la parole une minute à Marie-Laure Mine avec qui je co-dirige le club et qui va vous annoncer aussi les événements à venir. Bonjour à tous, c'est bien d'ailleurs cette table ronde d'aujourd'hui parce que ça nous permet de voir des têtes un petit peu nouvelles. Donc la food tech passionne les gens qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans notre club. Retail, consumer et luxury goods, évidemment, ça peut comprendre beaucoup de choses. C'est vrai pour ceux qui me connaissent bien que moi j'ai toujours un petit filtre un peu luxury. Donc c'est souvent la nature de nos invités, mais il est important que nous innovions et pour ça mon jeune ami André m'y incite. Néanmoins, on aura fin janvier le président de SMCP. Bon, alors les femmes savent tout ce que c'est que SMCP, c'est Sandro Machko Di Pierlo, qui est aujourd'hui un groupe formidable qu'on accompagne ici dans ce club depuis longtemps, parce qu'on l'a connu quand c'était dirigé par Frédéric Bius et El Capital, premier fonds, passé à KKR. Bon, maintenant, c'est un groupe qui vient de faire son IPO, qui est devenu très important. En plus, Daniel Lalonde, qui en est le président, est aussi au bord de l'INSEAD, qui est l'école que nous choyons. Donc, on l'accueillera fin janvier avec beaucoup de plaisir. Et puis, un peu plus tard, peu de temps après, j'ai proposé un rapprochement avec un autre club de l'INSEAD qui s'appelle le Club Pierre, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'immobilier. Et là, on fera venir le président d'une jeune foncière, mais qui est très performante, qui s'appelle la compagnie Frelsbourg, Philippe Journeau, qui en est le président, et qui est un homme très intéressant et iconoclaste, passionné de plein de choses, d'opéra notamment, grand mécène, et surtout qui a décidé de rendre l'entrée des villes plus belle. Alors à l'époque où le retail est sans arrêt remis en question, où on s'interroge sur l'opportunité des magasins physiques versus évidemment le e-commerce, ce sera l'occasion de nous rapprocher de cet autre club et d'aborder tous ces sujets d'aujourd'hui et de demain. Voilà, et maintenant place à la foule. Yes, c'est parti. Merci Marie-Laure. Alors, on va consacrer une petite heure à des échanges. Et puis on gardera la dernière demi-heure. Donc, je vous invite à garder vos questions plutôt pour la fin. Et on va garder la dernière demi-heure pour des questions que vous auriez. Et n'hésitez pas à en garder d'excellentes. Alors, je vais commencer. Je ne vous présente pas les intervenants, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour déjà pour commencer. Chacun vous disiez comment vous avez eu l'idée, votre idée, et puis peut-être de compléter un petit peu en disant à quel moment le concept a décollé. Peut-être dans l'ordre. Loïc. Bon, je me lance alors. Bonjour à tous, je suis Loïc Soubéran, le fondateur de Luncher. Chez Luncher, on est spécialisé dans les déjeuners d'équipe et plus spécifiquement sur du sur-place ou emporté, donc on ne fait pas de livraison. Je préfère insister parce qu'à chaque fois, je parle 5 minutes, on me dit « mais les livreurs, qui c'est qui les paye ?» Non, on ne fait pas de livraison. On fait du sur-place ou emporté. Et l'idée fondamentale, c'est je commande mon déjeuner en équipe, on se regroupe pour commander dans un restaurant, et plus on est nombreux à se regrouper pour commander, plus on a accès à de la réduction. Donc on peut avoir de la réduction allant jusqu'à moins 30% si on est 5-6 personnes à vouloir commander en même temps. Et il y a tout un effet un peu ludique où les participants, ensuite il y a un tirage au sort qui est effectué pour déterminer qui sont les personnes qui vont aller chercher la commande. Voilà. Donc il y a un gros effet de gain de pouvoir d'achat parce que c'est 3 à 4 euros que vous gagnez sur chaque commande tous les jours si vous commandez tous les jours. On a un réseau de 450 restos à Paris.
Voilà, donc on est lancé en avril à Paris. Cette fonctionnalité de commande groupée a été sortie en juillet. Elle fait un tabac. Et voilà, donc du coup on a levé 2,5 millions d'entrée de jeu pour se développer. Et là on est encore en train de faire un tour de table. Du coup la question... Comment t'es venue l'idée? Donc l'idée, elle m'est venue, voilà, c'est ça. L'idée m'est venue super simplement. J'en avais marre de faire la queue durant mon déjeuner, parce que vous savez, à Paris et même dans pas mal de villes de province, le moment du déjeuner, on a envie de sortir, on a envie d'aller commander dans notre restaurant préféré. Moi, à titre perso, c'était une salade bar. Tous les jours faire 15 minutes de queue simplement pour commander à chaque fois la même salade, autant vous dire que c'était quand même un peu frustrant. Et c'est sur ça qu'on est sorti en avril. On a sorti notre application permettant de précommander et d'aller récupérer son déjeuner. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les gens étaient énormément attirés, certes par du gain de temps, mais surtout par du gain d'argent. Donc le simple angle d'attaque sur je commande, c'est prêt quand j'arrive, n'est pas suffisant pour avoir une expansion intéressante, une croissance intéressante. Si on fait un rapprochement, c'est un peu comme la fourchette, si vous voulez, pour de la réservation. La fourchette, oui, c'est un site de réservation, mais en fait, c'est pas un site de réservation, c'est un site de réduction. Et le côté réservation, c'est plus la cerise sur le gâteau, le fait que ça soit pratique, etc. Mais tout le monde vient pour la réduction. Chez nous, on s'est rendu compte que l'usage était énormément drivé par de la réduction. Bonjour à tous, je suis Lucie Bache, la fondatrice de l'application Too Good To Go. Donc Too Good To Go, c'est une application qui permet à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc l'idée, c'est de connecter tous les commerçants de quartier qui peuvent avoir des invendus à leur fermeture. Donc commerçants de quartier, ça va du boulanger à la pâtisserie, au restaurateur, au supermarché, aux marchands de sushi. Tout type de restaurateurs qui peuvent avoir des invendus à la fin de la journée. Et les consommateurs, vous et moi, qui allons pouvoir passer récupérer ces invendus. Et donc l'idée, c'est de connecter les gens au bon moment, au bon endroit, pour avoir une solution très gagnant-gagnant pour le restaurateur qui n'a plus à jeter ses invendus à la fin de la journée, qui au contraire les fait découvrir à une nouvelle clientèle, et à l'utilisateur qui peut récupérer plein de bons produits à des prix très réduits. Et alors comment est venue l'idée? Moi j'ai toujours été très sensible au gaspillage alimentaire en fait. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie alimentaire, dans les usines de production de Nestlé. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le gaspillage alimentaire était un problème énorme. Aujourd'hui, en fait, quand on produit de la nourriture, on a tout simplement une partie qui a vocation à être vendue et consommée, et une partie qui a vocation à être jetée. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait faire un peu évoluer les choses. Quand on regarde un peu plus les chiffres, aujourd'hui dans le monde, 1/3 de la nourriture produite part à la poubelle. C'est vraiment des chiffres qui sont juste hallucinants quand on regarde un peu. Et je me suis dit, c'est un problème de société, il faut permettre à la société de le résoudre. Et donc, en fait, moi, je crois énormément à ce qu'on appelle le pouvoir horizontal, qui est qu'en fait, si chacun d'entre nous a une action à son échelle, on peut avoir un impact global sur des problèmes de société comme celui du gaspillage alimentaire. Et donc, tout simplement, je me suis dit, aujourd'hui, on a une façon très simple d'être tous connectés. C'est nos smartphones qu'on a tout simplement dans la poche, et d'où l'idée de créer une application mobile qui permettrait à chacun de passer récupérer chez les commerçants de quartier les invendus du jour en fait, et tout simplement de se régaler avec. Et donc en fait concrètement sur l'application aujourd'hui, l'utilisateur est géolocalisé, donc il va voir les commerçants partenaires autour de lui et il va tout simplement passer commande. Donc en général il paye entre 2 et 4 euros sur l'application, et sans jamais savoir exactement ce qu'il va récupérer, il se déplace à la fermeture au moment où le commerçant s'apprête à jeter ses produits, et tout simplement récupère l'ensemble des produits qui seraient partis à la poubelle sinon. Donc voilà comment on a lancé tout ça. À partir de quel moment on a senti que ça pouvait décoller? D'une part, moi très rapidement je suis allée à la rencontre des commerçants. Je pense que j'ai fait peut-être 2 mois de porte-à-porte sur mon vélo à sillonner Paris et Lille en parallèle. Et c'est vraiment en fait à leur contact que le concept s'est vraiment mis en place.
quand on réfléchit au fait que les commerçants, en fait, ils ont 15 000 choses à gérer dans une journée, qui n'ont pas le temps d'aller répertorier sur une application mobile, sachant qu'ils n'ont même pas internet en boutique, etc. L'ensemble des produits qui va leur rester à la fin de la journée et que c'est quelque chose qu'ils savent juste à la fin. C'est de là qu'est née vraiment l'idée du concept surprise, où en fait finalement l'utilisateur, sans jamais savoir ce qu'il va récupérer, sait qu'il va récupérer de bons produits. Et donc l'idée c'est tout simplement de mettre en avant ce côté surprise, d'avoir un côté vraiment ludique aussi, où c'est des produits qui seraient partis 10 minutes plus tard à la poubelle, et donc on se sent vraiment... Oui, on a bénéficié d'un super plan, mais on a vraiment aussi fait une belle action et remettre en place ce lien social entre le commerçant de quartier et le citoyen qui ne vient pas tout simplement acheter sa baguette, mais qui a une vraie conversation et un vrai engagement social. Je pense que c'est ça qui a permis au concept de plaire autant. Et je pense que pour moi, le moment où j'ai senti que la boule commençait à tourner toute seule, c'est au moment où des commerçants commençaient à nous contacter d'eux-mêmes pour rejoindre le concept. Ça, c'était 3 mois et demi après le lancement de l'application. Donc finalement, ça peut aller plutôt vite. Et aujourd'hui, il y a plus de 70 commerçants par semaine qui nous contactent pour rejoindre l'application. Et on est répartis sur toute la France et on a un peu plus de 2300 commerçants qui utilisent l'application tous les jours. Donc voilà un peu la big picture. Bonjour, je suis Édouard Morand, je suis le fondateur de Épicerie avec un Y à la fin, comme dans Delivery. Notre métier, c'est de vous permettre de commander et de vous faire livrer à la maison les produits de vos artisans et commerçants de quartier, bouchers, poissonniers, primeurs, dans l'heure ou en programmé. Donc le principe est très simple, vous vous connectez toujours sur votre application, vous sélectionnez autour de votre adresse de livraison les commerçants que vous connaissez ou que vous souhaitez découvrir, un boucher ou un primeur. Vous rentrez dans sa boutique virtuelle, vous ajoutez les produits au panier, vous sélectionnez l'heure de livraison et vous réglez en ligne. Ce qui se passe, c'est que nous avons digitalisé le commerçant qui va recevoir sur une tablette qui est installée dans sa boutique la commande, va la préparer et d'un simple clic la marquer comme prête, ce qui permettra d'envoyer un coursier que nous gérons intégralement pour chercher la commande et vous la livrer. Donc aujourd'hui, il y a plus de 250 commerçants à Paris qui sont partenaires de Épicerie pour être accessibles en ligne. On a lancé Lyon au mois d'octobre. Et comment nous est venue l'idée à Elsa Hermal, qui est mon associé et moi-même? Très simplement, on était tous les deux fous de bons produits et de faire la cuisine. Mais l'un et l'autre, on avait une vie un peu trépidante et incompatible avec les horaires d'ouverture des commerçants de quartier. Donc on s'est dit, finalement, on voit toute cette offre sur la restauration, ces burgers qui voyagent en vélo. Est-ce que c'est possible de transporter des produits pour cuisiner pour une famille de 4 personnes, des fruits frais, des légumes, de la viande ou du poisson? Et effectivement, on a fait la même chose que Too Good To Go. On a été voir les commerçants, on a compris quelles étaient leurs problématiques. On a travaillé avec eux sur les applications pour que ce soit le plus utile possible pour eux. Ce sont des gens poissonniers, bouchers, ils n'ont jamais été dans l'univers digital, contrairement aux restaurateurs. Donc ça a été un travail de co-création avec eux. Et on a lancé à Paris il y a un peu plus d'1 an. On a senti effectivement que les choses commençaient à prendre à partir du printemps, quand on a eu un effet de réseau suffisamment grand qui fait que les gens ont vu leurs commerçants de proximité apparaître sur la plateforme, que le bouche à oreille a pu commencer à fonctionner. Et aujourd'hui, effectivement, c'est environ 4 à 5 000 familles parisiennes qui utilisent soit de façon très régulière, chaque semaine, l'application pour remplir leur frigo, soit à l'occasion d'un dîner qu'ils organisent à la maison, téléchargent des produits un peu plus exceptionnels. Bonjour, moi je suis Antoine Girard, je suis le fondateur de Guest Online. C'est certainement la marque dont vous n'entendrez jamais parler, puisque je suis le seul à faire du B2B uniquement dans la restauration. Donc nous, ce qu'on propose aux restaurateurs, c'est de pouvoir être réservable en ligne, en direct avec son client, c'est-à-dire sur ses canaux de distribution direct, son site internet, sa page Facebook, etc. Donc vous connaissez tous la fourchette, on l'a cité tout à l'heure. Justement, la problématique aujourd'hui dans la restauration, c'est la problématique de distribution qu'on connaît déjà dans l'hôtellerie avec Booking, Expedia et les autres.
Donc il y a une grosse problématique d'indépendance et d'arriver à capter son client toujours en direct en grande majorité et ne pas confondre la notion de distribution et l'acquisition de nouvelles clientèles et puis la fidélisation de clientèle qui est un vecteur très fort dans la restauration. Donc on répond de manière technologique à une problématique globale pour le restaurant, c'est-à-dire avoir des clients et arriver à les faire revenir. Donc notre métier c'est la réservation en ligne et derrière le cahier de réservation électronique qu'on met dans le restaurant et ce qui lui permet de constituer de la donnée sur son client et arriver à le fidéliser. Donc d'un point de vue positionnement on va dire dans l'échelle de la vie d'un restaurant, on pourrait se comparer à une caisse enregistreuse. Vous voyez, c'est quelque chose qu'utilise tous les jours un restaurant et le consommateur ne sait même pas que ça existe ou ne connaît même pas la marque. Voilà. Alors comment m'est venue l'idée? Alors nous on a pivoté un petit peu puisque ça fait 10 ans que j'ai lancé la boîte moi. L'idée de base c'est exactement la même que celle de la fourchette au même moment, il y a 10 ans. Sauf que moi j'étais pas à Paris, j'étais dans le sud de la France. Voilà. Besoin d'usage, très classique. En tant que Toulousain, je faisais de l'aéronautique comme tout bon Toulousain et j'avais besoin d'aller au resto le soir pour aller avec mes copains. Et quand on bosse dans un open space, on n'a pas envie de décrocher son téléphone pour appeler un répondeur d'ailleurs à 4h de l'après-midi. Et voilà, donc c'est un besoin très personnel à la base de pouvoir réserver un restaurant en ligne que j'avais déjà commencé à voir à l'étranger quand je vivais là-bas. Et j'ai fait un petit tour et je n'ai rien trouvé, ni en France, ni même en Europe à l'époque. Il y avait un petit truc en Allemagne qui se lançait, la fourchette n'existait quasiment pas. Enfin, comme moi, en sous-marin, quelque part à Paris, et c'est parti comme ça. Donc en fait, pendant plusieurs années, on a développé aussi un annuaire où on pouvait réserver en ligne avec un coût au couvert pour le restaurateur. À chaque fois qu'on arrivait à envoyer un client chez lui, on était qualifié du La Fourchette du sud de la France d'ailleurs. Hein. On était très connu sur Toulouse, Bordeaux, on traçait une ligne entre Bordeaux et Lyon, et puis on était en dessous. Je ne vais pas qualifier de décollage cette partie-là de la société, puisque il y avait un gros problème de traction B2C. Hein. Il fallait déjà commencer à avoir énormément de moyens pour pouvoir aller chercher le client dans la rue, même si c'était quand même moins compliqué qu'aujourd'hui. Et je pense que nous, le pivot a réellement été déjà salvateur et puis vraiment phénomène d'accélération puisque on a décidé de couper notre annuaire et de changer complètement notre modèle économique. Donc on est resté sur notre techno, notre savoir-faire, la réservation en ligne, mais on a coupé la branche B2C, donc on a fermé notre annuaire et on s'est complètement orienté vers le restaurateur. Et c'est à partir de là que tout a changé, puisque déjà on était très différenciant de la fourchette qui, eux, avaient eu la chance de lever beaucoup de fonds et puis avec des gens très affûtés au capital, comme Smartbox, et donc ils savaient très bien aller chercher les gens dans la rue. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment été différenciant et on a permis aux restaurateurs d'équilibrer un petit peu cette stratégie de distribution. Voilà. On a évidemment tout repris de zéro finalement il y a 5 ans à peu près, et aujourd'hui on est un acteur incontournable dans le milieu de la restauration. Vous avez peut-être déjà utilisé si vous avez réservé en ligne directement sur un site de restaurant ou sur une page Facebook de restaurant, vous êtes très certainement passé par Guest Online sans le savoir. Voilà. Alors, merci beaucoup. La gastronomie française est certainement l'une des plus renommées au monde. Première question, y a-t-il un lien entre l'effervescence qui existe dans la food tech française et justement cette gastronomie, cette fierté un petit peu? En gros, le terreau est-il meilleur qu'ailleurs? Peut-être commencer par Lucie qui a une expérience un peu différente puisque toi tu as commencé au Danemark et ensuite tu es rentrée en France. Oui, effectivement, nous l'application, on a eu la chance de pouvoir la développer dans 6 pays en Europe en parallèle. Donc en fait on avait une équipe locale dans chaque pays qui développait la solution. Et moi effectivement à l'origine en Scandinavie, en rentrant en France pour développer le concept, j'ai vraiment vu aussi la différence de culture et sur une solution comme Too Good To Go qui est très locale et qui en fait doit s'adapter vraiment aux commerçants de quartier. C'était très intéressant de voir la différence entre les deux. Je pense que ce qui nous différencie complètement en France, c'est la quantité et la qualité de nos petits commerçants de quartier en fait.
On a encore énormément d'artisans, énormément d'indépendants aussi. En Scandinavie, ça va être énormément de chaînes en fait qui vont du coup avoir des modes de fonctionnement complètement différents. Nous, on a une variété énorme de commerçants qui font beaucoup de produits frais et qui donc ont beaucoup de pertes. On a, à l'inverse des pays scandinaves, beaucoup d'associations qui passent récupérer les produits. Aujourd'hui, on a plus de 3500 organisations qui passent récupérer des produits chez des commerçants, alors qu'en Scandinavie, on est à 3, je crois. Donc c'est assez différent. Mais le problème des associations, c'est qu'elles n'ont pas du tout les infrastructures ou les ressources nécessaires pour justement passer chez l'ensemble de tous ces petits commerçants tous les soirs. Et donc, elles vont plutôt se concentrer en fait sur les supermarchés qu'on a quand même, mais qui vont avoir des volumes beaucoup plus importants et qui vont être plus accessibles aussi par les camions des associations. Donc, il y a pas mal de différences donc, sur la typologie de nos commerçants et sur la façon dont les solutions anti-gaspillage sont déjà organisées. Too Good To Go en Scandinavie, c'est très très bien développé parce qu'effectivement, il n'y avait pas de solution vraiment existante et qu'ensuite, les chaînes, elles font énormément de produits parce qu'il faut que l'étalage soit le plus rempli possible et qu'elles ont énormément de contraintes ou d'obligations de reproduire jusqu'à la dernière minute pour que la vitrine soit la plus alléchante possible. Quand ils viennent ici, ils ont l'impression d'être en après-guerre, il n'y a plus rien à partir de 18h dans la boulangerie. Donc en fait, par exemple en Scandinavie, beaucoup de commerçants vont avoir 20 sacs surprises à récupérer d'une valeur de 20 € tous les soirs. Et pour eux, c'est en fait assez normal. Nous, on va avoir beaucoup plus de points de vente et beaucoup plus de petits indépendants. Mais un boulanger typique, il va avoir 5 sacs, il ne va pas faire plus que 5 sacs maximum dans la soirée. Et donc du coup, nous, effectivement, on s'est développé sur davantage de points de vente parce qu'il y en a davantage et beaucoup qui font du frais. Mais par contre, il y a moins de quantité de gaspillage alimentaire par commerçant, ce qui rend en fait du coup le travail des associations plus compliqué sur les commerçants quartiers. Donc c'était intéressant de voir les différences. Et pour répondre à la question, la gastronomie française, c'est impressionnant en fait le nombre à quel point pour nous il y a encore énormément de gens par exemple qui ne font pas leurs courses au supermarché, qui vont aller trouver d'autres solutions. Par exemple la baguette de pain, nous dans chaque petit village il va y avoir une boulangerie. Eux, ce qu'il y a dans chaque petit village, c'est une station essence. Donc c'est un peu différent. Et de la même manière, Too Good To Go en France a vraiment pris une notion de commerçant de qualité aussi. Pour nous, ça a été très important de se dire, plus on fait des produits de qualité, moins on a envie de les jeter à la poubelle. Et donc, il faut permettre une solution intéressante pour des commerçants qui justement n'ont aucune envie de brader leurs produits, de faire des promos, mais qui par contre ont des produits frais et donc ont des produits à la fin de la journée forcément qui leur restent sur les bras. Et donc en tournant ce côté de portion surprise, faites découvrir vos produits à vos clients, on a pu avoir des restaurants et des commerçants de grande qualité. Le boulanger de la Tour en fait d'ailleurs partie, mais aussi des relais desserts, le nôtre a maintenant déployé sur l'ensemble de ses pendants. Donc en fait des traiteurs de grande qualité qui avaient pour le coup aucune solution parce qu'ils ne voulaient pas s'abaisser à brader des produits ou à mettre des promotions. Et en fait ce côté de qualité il a été très important sur le marché français, beaucoup moins sur d'autres marchés et notamment en Scandinavie. Moi, je peux parler aussi un petit peu de la différence France-étranger, puisqu'on est implanté aussi dans une dizaine de pays à côté, de manière assez sporadique par rapport à la France évidemment, mais on a à peu près 10% de nos restaurants qui sont à l'étranger. Alors nous, on n'est pas dans les commerces d'une manière générale, on est vraiment dans la restauration pure. Donc là, on parle vraiment du patrimoine français. Donc vous voyez la relation qu'on a avec la gastronomie en France, qui est extrêmement marquée. Et donc pour moi, c'est plutôt un frein par rapport à la technologie. Je parle vraiment de food tech, pour le coup, puisqu'on a aujourd'hui des restaurants qui sont extrêmement sollicités par la technologie d'une manière générale. C'est pas du tout leur métier à la base. Ce que je dis souvent quand je discute avec mes restaurateurs ou quoi que ce soit, leur métier a évolué.
sont passés du métier d'artisan au métier d'entrepreneur, sauf qu'ils n'ont pas encore bien compris. Aujourd'hui, les restaurants qui cartonnent, c'est avant tout des personnes qui sortent d'école de commerce et qui ont trouvé un bon chef, et pas quelqu'un qui sort d'un CAP cuisine ou autre, parce qu'en fait, le marketing est quelque chose d'hyper important dans notre monde. Si on traverse la Manche, là on voit très bien qu'un restaurateur, avant tout, c'est un entrepreneur. Donc il prend son métier de A à Z, il fait un business plan, il fait un plan marketing, il fait tout ça. La nourriture reste évidemment centrale parce que c'est son produit, mais comme n'importe lequel d'entre nous, évidemment on travaille notre produit, mais si tout le reste autour n'est pas là, il ne se passera jamais rien. Donc c'est là où moi je vois une vraie différence entre le marché français. C'est aussi, du coup, l'avantage, c'est que c'est aussi un frein à l'entrée pour des concurrents qui voudraient rentrer sur le marché français, puisque la psychologie du restaurateur français n'a rien à voir avec la psychologie d'aucun restaurateur dans le monde. J'en veux pour preuve, alors à l'époque où Table Online, qui est le nom de ma boîte, à l'époque où on avait un annuaire, et La Fourchette, où on était tous les deux des tout petits en France, Open Table, qui est le mastodonte américain, a voulu rentrer 2 fois sur le marché français, avait largement les moyens de rentrer sur le marché français, et n'a jamais réussi à rentrer sur le marché français parce qu'il n'a rien compris aux restaurateurs français. André peut en témoigner, hein, puisque je pense que ça a été, déjà dû être démarché par Open Table à l'époque. Il y a vraiment une spécificité autour de la gastronomie et marché français qui est à la fois un avantage parce que du coup on a une espèce de verrou à l'entrée pour nous qui venons de là, et on comprend un petit peu cette philosophie, et en même temps un frein parce que il faut vraiment rentrer un par un et puis rentrer dans la tête du restaurateur que les choses évoluent. Donc c'est un petit peu ambivalent. Enfin, voilà, ça c'est ma vision. Loïc, tu confirmes? À 1000%. Nous on est sur le monde du déjeuner. C'est assez marrant parce qu'il y a un panel vraiment complémentaire, hein, avec plutôt Antoine sur le côté restauration traditionnelle, là où du coup Lucie est plus sur la boulangerie et Dore plus sur du primeur poissonnier. Nous on est vraiment sur une offre de snacking, parce qu'on est sur du déjeuner, donc il s'avère que les gens... Il y a beaucoup de restaurants dits type snack, hein, donc tous les salades bars, même les restos de burgers emportés, etc., font l'écrasante partie de leur chiffre d'affaires au déjeuner. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne sont ouverts que pour le déjeuner. Et on parlait de spécificité française. S'il y en a bien une au déjeuner de spécificité, c'est le moyen de paiement. Le moyen de paiement, ça s'appelle le titre restaurant. Bon nombre de ces restos avec lesquels nous avons l'occasion de travailler, le déjeuner, font jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires, et c'est pas exagéré du tout, de leur chiffre d'affaires avec du titre restaurant. Donc c'est du titre restaurant subventionné. Et du coup, tu parlais d'Open Table, etc. Un acteur américain, anglais, là où finalement les titres resto ça n'existe pas, c'est pas une spécificité française parce que c'est une invention française. Ça a été inventé il y a 50 ans par nos chers tickets resto. Et du coup, vu que c'est des Français, on va simplifier le truc, mais ils sont partis, du coup, quand ils ont voulu se déployer, ils ont fait l'Europe du Sud. Donc Espagne, Italie, il y en a quand même pas mal. Et en passant par l'Espagne et le Portugal, ils sont allés en Amérique du Sud. Donc il y avait vraiment cette frontière francophone et anglo-saxonne. Ils ne sont jamais allés côté anglo-saxon, ou très très peu, ça n'a jamais pris. Par contre, tout le côté latin a super bien marché. Et aujourd'hui, le marché numéro 1 mondial, c'est le Brésil. C'est pas la France. Donc tout ça pour en venir au fait que quand il y a des acteurs de la foodtech qui sont surfinancés, mais qui sont anglais ou qui sont américains, autant vous dire que quand ils veulent s'attaquer au marché du déjeuner en France, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, la livraison, typiquement avec du Deliveroo, du Uber Eats ou autre, sur
du snacking, parce que c'est quand même beaucoup de snacking, hein, finalement c'est pas de la restauration en bonne et due forme, ou tout du moins pas assise et pas tel qu'on peut l'imaginer, ça prend pas le midi, parce que du coup on peut pas payer en titre resto, etc. Alors, je crois que ça fait des mois qu'ils se battent pour qu'on puisse payer en ticket resto sur ce genre de plateforme. Ouais, ils se battent. Et ouais, ils se battent. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un échec. Non, oui, bien sûr. Et puis parce que chacun veut garder son précaré. Donc voilà. Donc il y a cette vraie spécificité là. Et moi, je pense qu'au contraire, justement, c'est une vraie opportunité. Ah oui. Et tu parles du côté culturel, enfin le côté latin et anglo-saxon. Ça aussi, c'est très marqué chez nous. C'est-à-dire que le côté latin, pour moi, c'est justement ce côté relation qui est très marqué. Ce que le digital enlève d'une certaine façon, on arrive à le recréer d'une manière différente. Et le côté besoin d'une connexion humaine qu'on a en France, en Italie, en Espagne, au Brésil, enfin, dans tous ces pays-là, je pense que c'est aussi ce qui ralentit la numérisation de ces métiers-là, qui sont des métiers extrêmement sociaux. Un restaurateur, quand on lui dit, moi je me souviens très bien, les premières fois où j'allais voir des restaurants en leur expliquant qu'ils allaient pouvoir être réservables en ligne, ils prenaient pour un martien, parce que c'était juste impensable de ne pas avoir son client au téléphone, d'entendre sa voix, c'était, voilà, ça faisait vraiment partie du truc. Alors, on a évolué, de toute façon, tout s'uniformise, donc c'est aussi, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas c'est comme ça. Mais très clairement, il y a une réticence au changement qui est beaucoup plus forte sur ces aspects-là, sur tous les pays latins. Donc on parle du marché français, mais effectivement, on pourrait même tout simplement élargir le sujet à tous les marchés latins. Donc, et on le voit, nous, on performe bien dès qu'on monte vers le nord. Et par contre, quand on va en Espagne, on se retrouve dans une situation dans laquelle on était en France il y a 2-3 ans. Quand on va en Italie, c'est pareil. Et c'est exactement ça. Alors on se comprend, on a le même langage, mais par contre, le taux de pénétration du marché, il est tout aussi mauvais, voire pire. Donc c'est... C'est assez étonnant parce que dans l'achat de produits alimentaires frais, alors, je ne reviendrai pas sur la richesse des petits commerces, même si on voit bien qu'en dehors de Paris, qui est une exception, dans les centres-villes des villes moins importantes, le petit commerce a énormément de difficultés. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours ces commerçants qui sont présents et qui ont cette offre assez exceptionnelle. On a surtout effectivement cette passion qu'on partage tous, de bien manger, de partager un repas, de la convivialité que ça implique. Et c'est ce qui permet effectivement à Épicerie de se développer. Les Anglais qui mangent assez peu à table le soir, de la cuisine faite à la maison, c'est un potentiel qui est beaucoup plus difficile pour nous de projeter. Par contre, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'en Italie, en Espagne, même s'il y a ce besoin de contact, de convivialité quand on va au marché, il y a aussi ce goût des bons produits et de praticité qui fait qu'il y a des solutions qui sont, on va dire, comparables à Épicerie, qui se développent à Milan ou à Madrid. Et donc, pour nous, c'est vraiment inversé. Le marché, il est plutôt en Europe du Sud. Alors, est-ce que c'est un frein au développement à l'international, cette spécificité, si on regarde justement dans l'autre sens? Est-ce que, par exemple, Luncher a une envie, c'est déjà organisé pour se développer à l'international? C'est dans les plans. Je vous parlais qu'on cherchait à relever en ce moment, en processus. Mais on a quand même d'abord envie de bien craquer le marché français. Et étant donné qu'on est, mine de rien, sur une offre du déjeuner, si on arrive à craquer le sujet du titre resto comme on a envie de le craquer, il y a fort à parier que si on se déploiera plutôt dans les pays latins que anglo-saxons. Antoine, peut-être? Oui. Ce qui est sûr, c'est que quand tu as réussi à pénétrer le marché français, c'est beaucoup plus facile d'aller ailleurs, en fait. Pour le coup,
Moi-même, on m'a dit, si tu arrives à lancer ta boîte à Toulouse, tu arriveras à le lancer dans le reste de la France. Donc j'ai commencé par Toulouse. J'aurais pu faire Marseille aussi, dans le genre le plus dur, au niveau de mettre de la technologie quelque part. Et après, une fois que tu as fait Toulouse, bah, c'est bon, tu as tout vu, quoi. Tu montes à Paris, tu as l'impression que c'est fastoche. Puis après, bah, du coup, dès que tu sors du territoire français, c'est « Ah, mais en fait, vous comprenez ce qu'on raconte. » Bon, bah, et en fait, pour preuve, là, je parlais des 10% de nos clients à l'étranger. Donc, alors évidemment, sur les 10%, une majorité va être sur des pays francophones limitrophes, la Suisse, la Belgique, un peu du Canada, etc. Mais on en a réellement, je disais 10 et je pense que je suis en dessous, hein, on ne les compte pas parce que c'est des restos à droite à gauche, mais les premières ventes qui se sont faites toutes seules, quand je dis toutes seules, c'est un gars, il arrive sur son ordi ou sa tablette, il télécharge notre appli, il joue avec pendant 15 jours, il met sa carte bleue, on ne l'a jamais eu au téléphone, il a regardé le truc tout seul, et il en est hyper content. Il a des questions, il chatte avec nous, notre support, on échange. Ça, on n'avait jamais vu ça en France. Aujourd'hui, on continue de vendre en France, même si on a une marque qui est connue, etc. On distribue, les gens s'inscrivent, mais à chaque fois, j'ai quelqu'un qui appelle le restaurant et qui est obligé de lui expliquer comment ça marche, de l'accompagner et autres. À l'étranger, c'est pas le cas. Et les fuseaux horaires, du coup, n'ont même plus trop d'importance. Il y a 2 semaines, on a rentré un resto à Taïwan. Moi, j'ai personne à Taïwan pour répondre au moment où il est vraiment en train de s'occuper de son problème, le resto. Mais il a l'habitude d'être éventuellement en décalage horaire avec des solutions américaines ou autres, et ça lui pose aucun souci. Donc, nous, clairement, je pense que... Alors, évidemment, on se concentre sur le marché français, très clairement, parce que enfin il est en train de se réveiller, donc vu qu'on est super bien placé pour être leader sur ce marché-là, enfin en tout cas de le rester, on va quand même pas commencer à se barrer à l'extérieur, mais par contre, très clairement, on sait que les marchés étrangers pour nous sont beaucoup plus accessibles que des anglo-saxons par exemple qui voudraient venir sur le marché français. Moi je suis complètement d'accord, c'est vraiment un autre monde en fait. Même juste, on a une espèce de blocage à la tech où on se dit non, moi j'y crois pas. Par exemple, le paiement en ligne, c'est déjà une étape pour le restaurateur en fait. Comprendre qu'il va pas avoir du cash dans sa caisse, mais qu'il va y avoir un paiement qui va arriver via une application, etc. Ça c'est très compliqué. Alors que clairement, dans les pays du Nord, c'est obsolète le cash en fait. Pourquoi utiliser du cash quand on peut payer en sans contact ou directement via son smartphone? Et donc clairement, eux là-bas, quand on leur apporte du cash, ils sont embarrassés. T'as pas encore des restos qui te payent par chèque? Moi j'en ai encore. Non, moi j'en ai qui n'ont pas de compte bancaire. C'est assez... Ça c'était, on me l'a fait une fois, j'ai dit ok, bon ben peut-être pas en fait. Donc non, si, j'ai tout ça. Il y en a qui m'ont demandé si je pouvais venir les payer en cash à la fin du mois. Enfin, j'ai vraiment tout eu. Moi j'ai un resto qui m'a, une fois, c'était à l'époque des coûts au couvert, il m'a sorti 6 € de sa poche comme ça pour me payer les 6 € du mois qu'il me devait, et il m'a fait bon bah tiens, je te donne, j'ai que ça. Et moi j'en fais quoi moi de ces 6 €? Donc ça c'est voilà, il n'y a qu'en France qu'on voit ça c'est sûr. Alors que c'est vrai que quand on parle dans les pays du Nord du chèque bancaire, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire avoir un papier où on va écrire combien ça vaut d'euros et que si on perd le papier, ben mince, qu'est-ce qui se passe? C'est juste complètement... on est très très archaïque sur tous les moyens de paiement en France. C'est assez impressionnant à quel point on aime avoir juste du cash dans notre main et qu'il n'y a que en ça qu'on croit, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, pour parler juste d'international, c'est vrai que nous, on veut se focaliser sur la France. Effectivement, on pense que le marché de l'alimentation, il est quand même extrêmement culturel, et donc il est relativement important. Il va subir de nombreuses transformations dans les années à venir. On voit toute la grande distribution apporter des nouvelles solutions pour la distribution, mais aussi même dans son offre. On sait qu'il y a des acteurs majeurs type Amazon qui sont en train d'investir massivement pour rentrer sur la livraison d'épicerie au sens large. Donc nous, on va essayer vraiment de se focaliser sur la France au moins les 2 prochaines années
et d'ouvrir différentes grandes villes pour se concentrer sur quelque chose qui est fort en France et dont on est moins sûr qu'il soit existant dans les pays notamment anglo-saxons. Est-ce que tu penses, Edouard, que la marque France pour épicerie peut être un atout pour se développer à l'international ou plutôt un frein? Je pense que la marque France sur tout ce qui est alimentaire, c'est très fort. Et nous, effectivement, on pourrait très bien imaginer d'être les ambassadeurs, d'une certaine façon, à l'international, des commerçants et artisans avec un certain nombre desquels, en tout cas, exportent déjà une partie de leur production. Donc c'est effectivement une marque qui peut être un étendard pour ceux qui exportent. Maintenant, pour tout ce qui est produits frais, on va dire, vendus par les commerçants ou artisans indépendants, aujourd'hui, ils sont sur une zone de chalandise qui est en moyenne de 500 mètres autour de leur boutique. Nous, on les tend à 3 km et ils ont déjà l'impression de partir à la conquête du monde. Alors, parlons un petit peu plus finance. On a parlé beaucoup des spécificités du marché latin, de la passion, de notre passion pour la gastronomie. Parlons stratégie de levée de fonds. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile en France? Peut-être parlez-nous chacun un petit peu de vos expériences. Édouard, Lucie, comment se sont faites les levées de fonds? Oui, moi j'ai pas grand chose à dire parce qu'on n'a pas vraiment levé de fonds en France en fait. Là où on a eu de la chance, c'est que notre modèle est très épuré, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, vous avez des problématiques de tablettes, de livreurs. Nous en fait c'est uniquement le produit et derrière la logistique elle est faite directement par le consommateur qui se déplace et qui va récupérer ses produits. Et de la même manière en réduisant le gaspillage alimentaire on crée de la valeur économique. Et donc nous, notre modèle économique, il a été très clair. On prend une commission quand l'utilisateur, je vous le disais tout à l'heure, paye 4 € sur l'application, il va y avoir 1 € pour nous et 3 € pour le commerçant. Ce qui permet au commerçant de ne pas avoir du tout de frais à sortir en fait pour réduire le gaspillage alimentaire. Et à nous, rapidement, en fait, on a pu avoir un modèle économique qui a généré du chiffre d'affaires. Et une autre chose qui était très importante pour moi, c'était de me dire que le modèle économique soit complètement aligné avec les valeurs environnementales du projet. Et en fait, nous aujourd'hui, le KPI qu'on suit le plus, c'est le nombre de repas sauvés. Et comme on prend 1 € par repas récupéré sur l'application, tout simplement, c'est totalement lié à notre chiffre d'affaires. Ce qui nous a permis en fait de vraiment rester cohérent dans le développement du projet. Et donc oui, en termes de levée de fonds en France, on n'en a pas fait. Et effectivement, c'est peut-être parce que c'était plus facile à l'étranger, mais effectivement, c'est rapidement via des business angels dans les pays du Nord qu'on a pu lever des fonds, plutôt que... en fait, le tissu en France est tellement dense, il y a tellement aussi de différents acteurs, alors qu'en Scandinavie, on a pu vraiment se différencier assez rapidement dès le début. Donc effectivement, on n'a pas pris le temps et l'énergie que j'imagine pour aller chercher des fonds français. Pour épicerie, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire que c'est de la marketplace. Épicerie se rémunère en prenant une partie frais de livraison, participation aux frais de livraison chez le client, une partie sur une commission sur le chiffre d'affaires apporté aux commerçants et aux artisans. On va dire qu'effectivement c'est peu consommateur de capital. Il y a de la tech, tout le reste c'est quasiment du variable. Et donc on n'est pas sur des recherches de levée de fonds de plusieurs dizaines de millions comme d'autres acteurs type Frischti qui doivent construire des cuisines, investir lourdement. Nous on est un modèle marketplace assez léger. Quand on a ouvert Lyon, ça a été finalement très simple. Donc pour financer, je dirais, le lancement et le développement, on a été voir des business angels. Alors nous, ils étaient français, c'était des gens de l'univers du digital, des gens comme Xavier Niel via son fonds Kima Venture, Jacques-Antoine Granjon, Jean-David Blanc et je dirais une dizaine d'investisseurs qui, sont tous intéressés par le secteur de l'alimentaire, mais qui surtout nous ont permis d'avoir
un réseau et une acuité de vision sur chacun des sujets particuliers. Et pour l'instant, les 2 millions qu'on a levés chez eux nous permettent d'envisager un avenir assez serein, puisque notre objectif c'est d'arriver à l'équilibre courant 2019. C'est vrai que c'est la beauté de la tech aussi, de ne pas avoir, quand on ouvre un restaurant, il faut investir rien que dans le bail immobilier, dans les cuisines, etc. En tech, on a un produit qui est l'application, mais ça en général, on le développe en interne et il n'y a pas tant d'investissement immobilier qu'il peut y avoir quand on lance une structure de restauration, par exemple. Nous concernant, c'est une histoire un peu différente. J'ai eu la chance de faire une première aventure entrepreneuriale qui a bien fonctionné, dans un univers complètement différent qui est le monde de la pub. Bref, je ne vais pas trop revenir dessus, mais toujours est-il que ce succès-là m'a permis d'avoir rapidement la confiance des investisseurs pour le lancement de cette nouvelle entreprise. Donc, dès le démarrage, on a réussi effectivement, en fait c'est mon partenaire financier historique, Marie Eklund, qui m'a resuivi sur cette aventure-là. Oui, c'est parti d'un PowerPoint, oui, elle avait confiance, donc on s'est dit, allez, on se lance dans Launcher, on met 2,5 millions et on va bien voir où ça nous mène. C'est un peu simplifié, mais dans le fond, c'est à peu près ça. Pour le coup, là, nous, on a une stratégie un peu plus agressive. On a beaucoup investi sur le produit pour sortir très vite, très fort. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on est en train de se refinancer pour à nouveau se déployer très vite, très fort. On fait par phase. Donc, première phase de 6-8 mois, c'est le produit. La deuxième phase, c'est le déploiement français. Et la troisième phase, ce sera le déploiement international. Est-ce que c'est plus difficile de lever en France ? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il y a de plus en plus de capitaux investis en capital risque en France. Donc là, mine de rien, là où typiquement en seed, on pouvait lever 500 000 euros il y a 5-6 ans et on était très content. Bon, maintenant, peut-être que c'est pas 500 000, ce sera 1,5 million. Donc il y a quand même, c'est quand même. Peut-être que c'est tout aussi compliqué, mais en tout cas, on peut lever 2 ou 3 fois plus qu'avant pour le même niveau de maturité d'un projet. Voilà. Est-ce qu'on est capable de faire des champions mondiaux ? De plus en plus, ça reste à prouver. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la food tech, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais d'un point de vue investisseur, malheureusement, trop souvent, on associe food tech avec delivery. Quand on parle food tech, tout le monde pense à delivery. Ben non, voilà. Preuve en est. Alors, si, il y a Edouard, mais on pense, en fait, pour simplifier, on pense à Deliveroo, quoi, ou on pense à Uber Eats. Pourquoi ? Parce qu'ils ont levé des milliards. Quand on voit qu'un Foodora, via sa holding Delivery Hero, en 2017, arrive à lever 1,7 milliard, et que nous, on est en train de parler de 2,5 millions, 2 millions, 1 million, machin. Bon, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, deux poids, deux mesures. À nous de voir comment on va se débrouiller dans ce marché qui, malgré tout, est surfinancé. Avec peut-être une bulle à la clé, d'ailleurs. Parce que Deliveroo, enfin, je ne suis pas une fixette sur Deliveroo, mais je me suis toujours posé la question, je ne sais pas s'il y a des gens de Deliveroo ou pas là, mais ils sauront peut-être répondre, mais il y a un problème. On peut pas perdre 170 millions d'euros par an, parce que c'est public, hein, ils communiquent. Lever 300 millions, cramer 300 millions en 2 ans, sur une marge opérationnelle de 0,5%. Enfin, moi je suis entrepreneur, je ne sais pas vivre avec 0,5% de marge brute, quoi. Enfin, et l'année dernière, ils avaient une marge brute négative. Marge brute, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, chaque commande, on perd de l'argent. Donc, plus on fait de commandes, plus on perd d'argent. Logique. Donc comment est-ce que, à quel moment on arrive à trouver un équilibre, je sais pas. J'ai fait une digression, mais ça vaut le coup de discuter. Tu touches du doigt la problématique d'investissement en France aussi, hein, c'est que
Moi, une des raisons de mon pivot a été notamment une problématique de financement. Pour le coup, c'est marrant parce que vous dites, bon, on lève pas beaucoup, etc. Chacun d'entre vous, vous avez élevé beaucoup plus que moi, finalement, tout et pour tout. En 10 ans, j'ai même pas levé 1 million d'euros. J'ai levé 900 000 euros, grosso modo, si je rajoute mes différents petits tours. Pour la simple et bonne raison, déjà, je ne sais pas lever de l'argent. Je sais pas bien pitcher et faire rêver quelqu'un qui ne connaît rien à mon métier. La preuve en est, c'est que mes investisseurs, c'est mes clients. Voilà. J'ai André, j'ai Bocuse, j'ai Brasse, donc j'ai des restaurateurs. Donc c'est-à-dire que moi j'ai un produit que j'ai réussi à vendre à des gens qui comprennent mon métier. J'ai jamais réussi à pitcher vraiment ce que j'apportais au milieu de la restauration parce que c'est une problématique qui est très très métier à laquelle je réponds. Donc et alors j'ai une deuxième problématique, j'en ai déjà parlé, vous allez vous dire aussi que je fais le fixette, mais je ne suis pas à Paris. Et quand on n'est pas à Paris, lever de l'argent, c'est encore plus compliqué que d'être en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sait comment ça se passe. Avant tout, et on vous le dit tout le temps, un investisseur, il investit avant tout sur l'humain. Finalement, le projet, bon, c'est une partie, mais on embarque son investisseur dans une histoire. Et donc, le relationnel fait 80%, je pense, de la levée de fonds. Puisque de toute façon, on sait tous dès le début qu'on ne suivra pas notre business plan. On sait tous qu'on va pivoter 12 fois, on sait tous que voilà, ça ne se passera pas comme prévu. Donc, avant tout, ce que cherche un investisseur, c'est la capacité de l'entrepreneur à rebondir, et puis à embarquer des gens. Si l'investisseur se dit tiens, il m'embarque, il va aussi embarquer ses clients, ses partenaires, ses salariés, enfin son équipe, etc. Et ça, ce petit moment de fit, il se passe lors d'un déjeuner, lors d'une soirée, etc. Tiens, il faut que je te présente un tel, etc. À Toulouse, voilà, on est bien, hein, on a le sud, on a la montagne, on a tout ça, mais on n'a pas ce genre de truc, quoi. Et où, alors évidemment, on a des choses, mais quand on cherche vraiment à lever des fonds, c'est très compliqué. Et ça, c'est aussi une des problématiques, je pense, en France, c'est que tout est centralisé à Paris. On est très très centralisé pour tout, hein, y compris pour la levée de fonds. Et à partir de là, il y a beaucoup de pépites un petit peu partout en province, des projets superbes et qui ont énormément de mal à éclore. Ça a énormément changé en 10 ans par contre, parce que on voit énormément d'incubateurs se créer partout, se nationaliser, et ça permet de faire ressortir des beaux projets avec des beaux porteurs de projets. Et là, à partir de là, voilà, on a les radars des différents fonds ou autres investisseurs qui sont maintenant aussi super bien affûtés, ils sont capables d'aller chercher un mec à Montpellier ou ailleurs. Donc ça c'est... voilà. Non, mais même à Montpellier. Voilà, non, mais tu connais le truc. Enfin, quand tu as eu une première success story, c'est tout de suite plus facile. Ouais. On est d'accord. Mais tu as combien de copains entrepreneurs à Montpellier qui ont énormément de mal à trouver 3 francs 6 sous. Enfin voilà. Mais après je te rejoins, ça a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire que moi, la première levée de fonds de TIDS, je me prenais des pics comme quoi j'étais un sudiste, machin, parce que j'étais pas connu. Par contre, déjà le regard des gens change très vite. Et effectivement, tout l'écosystème c'est super bien structuré. Et je sens beaucoup moins cette condescendance qu'effectivement j'ai ressenti il y a 6-7 ans, mais que là aujourd'hui je ressens beaucoup moins parce qu'il y a eu des vrais succès quand même en région. Mais en termes de développement business, pareil, on fait une digression, mais si t'es pas à Paris, ça va beaucoup plus lentement, ça c'est sûr. Oui, mais après on bouge de toute façon, tu vois, regarde même des gens comme Sid Fox, etc., qui sont des Toulousains. Ouais, enfin Ludo, il avait 2-3 succès stories avant, je le connais, c'était mon ancien patron, et je le connais très bien son histoire. Enfin voilà. Et c'est sûr qu'il faut, il faut être connecté. Dans la levée de fonds, il faut être connecté, voilà, c'est sûr. Exactement. Et ça, c'est
je pense qu'il y a une très grosse évolution. Et je pense que effectivement dans les années qui arrivent, ça va être beaucoup plus facile de lever des fonds en France. Sur le B2C, c'est quand même très compliqué, je pense, parce que, comme tu le dis, en face, on a des Américains ou des Anglais qui sont capables de financer des boîtes qui perdent de l'argent à chaque fois qu'ils vendent. Non mais c'est vrai, et la stratégie que tu as adoptée est une stratégie américaine. Je me concentre avant tout sur le produit et ensuite je vends. En France, on va nous demander tout de suite de vendre. Et enfin, c'est comme des tennisman, on leur demande d'être classés super bien à 12 ans, mais au final derrière ils n'ont pas une bonne technique et quand ils arrivent vraiment sur le grand terrain, bah, ils se font défoncer par les gars qui ont travaillé la technique et après ils travaillent la pression. Et c'est exactement ça, c'est que nous on va être capable en étant tout petit de dire ouais regarde j'ai fait 100 ventes, etc. Mais derrière le produit, c'est ça qui fait vendre. Et c'est ce qui est très compliqué, c'est qu'on est face à des gens qui ont la capacité de financer des développements pendant très longtemps pour sortir un produit super bon. Et une fois que ça arrive sur le marché, bah, naturellement ça pénètre parce que le produit est bien. Donc c'est je pense une des différences aussi liées à l'investissement bien sûr, c'est que quand on peut passer 1 an à faire de la R&D, bah forcément le résultat il est un petit peu différent de la sortie. Alors on va terminer par un sujet sans même aller jusqu'à des stratégies de sortie. Mais comment vous voyez de manière générale l'avenir de toutes ces petites pépites de la foodtech en France? Ont-elles leur avenir est-il de se consolider, c'est-à-dire de fusionner entre elles, d'être achetées par les GAFA? Comment vous voyez l'avenir de cette effervescence? Moi, je pense que déjà, avec toutes les solutions qui sont aujourd'hui proposées aux restaurateurs, oui, il y a vraiment de quoi faire une solution plus globale où le restaurateur a un interlocuteur en fait, qui lui est en fait avec une espèce de box où on lui dit voilà comment gérer vos RH, voilà comment gérer votre caisse, voilà comment gérer vos invendus, voilà comment gérer... Et en fait que toutes ces solutions puissent être réunies et que le restaurateur ait tout simplement à ticker une box ou pas en fonction de ses problématiques perso. Si ça se fera, je sais pas. Moi je trouve que c'est hyper intéressant en tout cas quand des boîtes commencent à travailler ensemble, et nous par exemple même sur juste la problématique d'invendu, on le fait pas mal avec des entreprises qui par exemple mettent en relation les gros gaspilleurs, donc souvent les supermarchés ou sur l'événementiel, et des associations qui justement passent récupérer ces gros volumes. Et nous en se disant on n'est pas capable de faire récupérer par nos utilisateurs 400 kg de produits tous les soirs. Par contre, il y a des produits que les associations ne vont pas pouvoir récupérer, type la viande, le poisson, et où là, les utilisateurs vont pouvoir compléter le travail des associations. Donc je pense que, et ça c'est juste sur le sujet des invendus, mais par exemple sur le sujet de tout ce qui est connecté à la caisse et qui rentre en relation avec la caisse, il y a énormément de solutions différentes. Est-ce qu'il n'y a pas vocation à faire une solution commune? Et la problématique qui demeure, c'est que toutes ces solutions, c'est des problèmes très compliqués. En fait, on ne gère pas le RH et les approvisionnements de la même manière. Est-ce que ça peut être regroupé sur un même outil? Pour moi, la seule façon de le faire, c'est effectivement d'avoir plusieurs boîtes qui ont vraiment leurs compétences clés, qui rentrent en collaboration et qui vont du coup mutualiser aussi toute leur clientèle et pouvoir proposer la solution en commun. Donc soit ça se fait en gardant des boîtes séparées, mais en mutualisant au maximum les clientèles et les approches des commerçants, parce qu'en final c'est ça qui nous prend énormément de temps, c'est d'aller rencontrer les commerçants, de leur expliquer notre solution, etc. Si on a des commerçants qui ont déjà confiance en nous et qu'on peut leur mettre en avant d'autres solutions, en général tout le monde est gagnant. Donc potentiellement ça se ferait plus comme ça que agréger toutes les entreprises dans une. Mais je pense que c'est super aussi de pouvoir garder de la diversité. Et comme on le disait, le marché français, c'est vraiment un marché clé sur le marché de la restauration. Donc moi, je ne vois pas du tout il y a tout à fait la possibilité que ces entreprises françaises se développent dans davantage de pays et puissent vraiment devenir des leaders en Europe, aux États-Unis. Si vraiment ça... Enfin, c'est toujours un marché clé aussi à prendre, les États-Unis, je pense, et c'est compliqué, mais je vois pas pourquoi ce serait pas possible en fait dans le futur. Moi j'ai une vision un petit peu plus marquée que toi sur... Ouais.
pour moi, il y a deux métiers. Justement, il y a le métier du B2C. Pour moi, la question, elle est complètement réglée sur ce sujet-là. C'est que la sortie pour toutes ces boîtes-là, c'est de se faire racheter par un Américain, parce que de toute façon, et voilà, ils ont déjà établi quelque chose qui va être extrêmement compliqué à changer. Alors, il y aura peut-être une ou deux licornes qui sortiront, mais pas tout de suite, vu les financements qu'on a. Voilà, on a beau avoir des cerveaux qui tournent bien, on n'a que 2 mains, et donc ce sera très compliqué. Sur le domaine de la foodtech, déjà, premier point, il y aura des morts, hein, et on va laisser les choses se faire, là, parce que en tant que vieux de la vieille, là, pour le coup, en 10 ans dans le marché de la foodtech, moi avant ça n'existait pas la foodtech quand je me suis lancé là-dedans, et je peux vous dire qu'en l'espace de 2 ans, là, il y a une start-up par jour minimum qui se crée. Le nombre de start-up qu'on voit arriver avec des idées toutes plus fabuleuses les unes que les autres, il va y avoir d'abord un ménage. Voilà. Dans les 2-3 ans qui arrivent, je pense qu'on est en haut de la gaussienne là, et puis après derrière ça va redescendre. Là-dedans il va en rester, et pour moi il y a deux directions. Si c'est un métier B2C, à un moment donné, si le marché français est intéressant, et je pense qu'il l'est dans le domaine de la gastronomie, effectivement, je pense que c'est un marché clé, et ben, il y a un Américain qui va vouloir rentrer, et à ce moment-là, il va racheter. Et par contre, là où on a un savoir-faire qui est, pour le coup, même un des membres du GAFA, un membre du GAFA ne pourra pas faire, c'est le côté métier. Du côté du métier, là on parlait justement des petits produits et compagnie, Google ou Facebook ne saura pas faire ça. Et de toute façon c'est pas son métier, il s'en fout. Donc en fait, envoyer des gens aller récupérer des bons petits produits, ça il le fera. Mais par contre pour la sélection du petit fournisseur qui va le faire proprement, ça pour le coup, personne ne saura le faire à part des gens qui ont créé un réseau, constitué ça sur le terrain. Et je pense que ça revient à cette espèce de clivage B2C, B2B. Hein, c'est que le B2B, là pour le coup, on a un vrai savoir-faire qui ne peut pas être craqué par un gros qui a beaucoup d'argent, parce que ça c'est quelque chose de très long à mettre en place et puis très culturel. Par contre, envoyer Madame Michu manger là ou aller chercher son paquet, etc., je pense que de toute façon on est assez bien placé pour dire qu'aujourd'hui on consomme d'une manière occidentale au sens large, avec quelques spécificités encore culturelles, mais ça se lisse. Petit à petit on va tous... Alors les Américains vont peut-être un petit peu plus consommer à la mode européenne, à force, etc., mais on est en train de devenir un peu tous les mêmes consommateurs, donc et je pense que là-dessus, la sortie, elle est assez marquée. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Ouais, bah, je vais dans ton sens, hein. Je vais pas être trop dans la redite, mais effectivement, je pensais humblement comprendre le monde de l'investissement jusqu'à ce que je rentre dans la foodtech. Là, on est clairement reparti pour 2 ans, hein, parce que c'est marrant parce que je suis rentré il n'y a pas longtemps moi, dans le monde de la foodtech, il y a un an et demi. Je me dis bon, mais c'est bon, il y a déjà eu les gros tours faits par les acteurs de la delivery. On est déjà sur des valorisations démentes. Bon, il va y avoir de la casse dans 1 an, quoi. Et puis là, il y a quelques mois, on voit passer 1,7 milliard. 400 millions de Deliveroo il y a 1 mois. Je me dis bon, merde, donc on repart pour 2 ans. Parce que c'est à peu près ça, il crame 200 millions. Donc pendant 2 ans, à mon avis, il va juste rien se passer. Peut-être un peu des startups qui n'arrivent pas à se financer, qui meurent, mais du coup personne n'en entendra parler. La question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans. Parce que là, pour le coup, et ça commence à devenir public, ils disent tous que c'est la dernière levée avant soit une IPO, soit autre chose, mais ils n'arriveront plus forcément à se financer en privé, ou alors bon, ce sera à nouveau un truc jamais vu auparavant.
Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? S'il y a de la grosse casse dans 2 ans, les cartes elles peuvent être complètement redistribuées. Et ça peut donner l'occasion à certaines startups, peut-être plus petites, mais beaucoup mieux gérées, d'éclore. Voilà. Donc, je vois mal le monde de la delivery faire des acquisitions majeures dans les 2 ans à venir. Je pense qu'ils sont quand même très focalisés sur leur développement, sur un match de logistique finalement. Et après, effectivement, il y a ce clivage B2B, B2C. Tant qu'il y aura un tel afflux de moyens financiers sur le marché pour les gros, effectivement, ça va être très compliqué au niveau européen ou international d'éclore en tant que marque B2C, c'est une réalité. Je parle pour moi-même. Donc, à mon avis, soyons... il y a 2 solutions. Soyons soit bons pères de famille et ne soyons pas emportés avec l'eau du bain dans 2 ans quand ça va commencer à se tendre très sérieusement côté financier pour bien subsister et voilà. Soit être bien agressif et finalement sur un malentendu se redonner 2-3 ans de marge, mais dans tous les cas ce cercle vicieux là ne va pas pouvoir continuer longtemps. Et alors moi c'est vrai que je fais de la delivery, même si c'est indirect puisqu'on passe par des sociétés de courses externes, mais je suis d'un autre côté sur un marché qui n'est pas celui de la restauration, ce qui fait que la concurrence est un peu moindre sur la livraison de produits alimentaires frais. Nos concurrents aujourd'hui c'est la grande distribution principalement, Carrefour, Monoprix et demain Amazon. Donc les sorties, si sortie il doit y avoir, parce qu'on peut effectivement se dire que si on est profitable d'ici 2 ans, on peut aussi se développer sans viser une sortie nécessairement. C'est effectivement soit de la concentration avec des acteurs qui sont dans le même secteur. Ça peut éventuellement être l'achat par un gros acteur étranger, et ça peut être un américain, mais dans le domaine de la delivery, il y a beaucoup de choses qui se passent également en Asie, et notamment l'Inde est le premier pays sur la delivery de produits alimentaires frais. Et le plus probable, c'est quand même cette relation de plus en plus proche entre les acteurs du digital et les acteurs plus traditionnels. On l'a vu avec Amazon qui a racheté Whole Foods aux États-Unis, on voit Auchan et Alibaba en Asie. Voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de rapprochements comme ça qui vont se faire dans le futur entre des acteurs traditionnels, des grands groupes qui sont à la recherche d'agilité, de structures digitales et des structures digitales qui effectivement utiliseront les relations et l'implantation physique des grands groupes de la distribution et de l'agroalimentaire pour aller chercher des clients et se développer de manière saine. Extra. Écoutez, merci beaucoup. On va passer à quelques questions de l'assistance. Oui, bonjour, merci, c'est très intéressant. Je suis directeur général chez Delifrance. Quelles sont vos problématiques sur les ressources humaines pour développer vos affaires? Est-ce qu'il y a une guerre des talents, par exemple, aujourd'hui sur la food tech? Nous concernant, on est une quinzaine de personnes aujourd'hui, donc autant vous dire que recruter 15 personnes, ça reste quand même à la portée de pas mal de monde pour l'instant. Surtout qu'en plus de ça, on a les moyens de nos ambitions pour l'instant. Donc moi, à titre personnel, la guerre des talents, je la ressens pas du tout pour l'instant. Je dirais qu'effectivement, c'est pas des problématiques très fortes, même s'il y a des métiers où c'est tendu sur le développement informatique et ce genre de métiers-là. Après, on parle aussi de
de structures qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et qui ferment. Et donc en fait il y a toujours quand même pas mal de circulation des personnes, et on voit des gens qui étaient auparavant dans des structures qui n'ont pas décollé, qui cherchent un nouveau job, et notamment dans la food tech, je dirais qu'il y a une circulation des personnes d'une start-up à une autre qui est assez importante. Ouais, moi je dirais surtout aussi la fuite des talents des grosses boîtes vers les startups en fait. On a énormément de gens qui postulent chez nous en disant voilà, ça m'intéresse pas, j'ai pas l'impression d'avoir un impact, il n'y a pas de valeur, ça n'a pas de sens ce que je fais, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui a du sens. Et ça on le voit énormément. Donc en fait je pense qu'aujourd'hui les startups n'ont pas cette problématique de trouver des talents, c'est plus tous ces talents qui ont vocation à se reconvertir dans des startups. Et donc moi je serais plus inquiète du côté grand groupe qui aujourd'hui clairement perdent des talents tous les jours parce que les gens ont envie d'avoir un impact, d'être dans une structure à taille humaine et d'avoir l'impression de travailler pour une cause qui a du sens pour eux. Donc c'est pas vraiment une problématique. Après c'est plus en termes de gestion humaine pour le coup, parce qu'en fait il y a notamment en France tout l'administratif en termes humains est juste très pesant pour un entrepreneur ou une petite structure qui se met en place. Et donc pour moi la clé c'est vraiment de s'accompagner dès le début, déjà d'identifier ça comme un gros challenge et de s'accompagner des personnes qui vont tout simplement le faire pour nous, parce que clairement ça peut devenir très chronophage et c'est pas le genre de choses sur lesquelles on a envie de faire des erreurs ou sur lesquelles on peut faire des erreurs tout simplement. Tu as résumé exactement ce que je voulais dire. Désolée. Non, mais c'est bien, on gagne du temps. Non, la problématique peut-être que nous on a, que n'a pas un grand groupe, c'est les moyens financiers quand même, parce que bon, même si je suis d'accord avec toi, c'est clairement le moteur des gens qui viennent travailler avec nous, c'est pas l'argent. Enfin, le moteur numéro un, c'est pas l'argent. Et c'est bien parce que du coup ça donne une dimension complètement différente à la façon de travailler avec tous nos collègues, et c'est très intéressant ça. Après on est tous dans une problématique d'accélération, d'aller prendre des parts de marché vite, tout ce qu'on vient de dire, et on sent qu'on n'en a pas toujours sous la pédale quoi, hein. Et moi aujourd'hui j'aurais 2 fois plus de personnes, c'est pareil, on est une quinzaine de personnes chez Guest Online. On serait 30, je pense que j'aurais aucun souci à trouver du travail pour tout le monde. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui je peux même pas passer à 16 ou 17 parce que c'est compliqué, parce que je suis dans une phase moi d'accélération, mais il faut suivre mon accélération. C'est la problématique de nos petites boîtes, hein. On a des croissances qui sont très intéressantes, mais des fois on ne peut pas les suivre. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parfois sur le recrutement. Une question ? C'est plus pour les applications, donc Lucie et Loïc. Est-ce que du point de vue du restaurateur, vous arrivez à quantifier les retombées de l'utilisation de votre application? En gros, est-ce que les clients qui utilisent votre application reviennent derrière dans le restaurant sans passer par vos applications? Moi oui, très clairement. C'est pas quelque chose qu'on avait prévu en fait au début, mais en fait comme je le disais, c'est vraiment ce côté, la box surprise, je découvre des produits, mais en attendant j'ai aussi découvert un endroit juste à côté de chez moi. Too Good To Go ça reste contraignant puisqu'il faut venir à la fin de la journée, etc. Et donc on a vraiment des restaurateurs qui nous disent qu'ils sont super contents puisque ça leur génère une nouvelle clientèle. Des gens qui ont découvert l'endroit à côté de chez eux et qui reviennent pour le déjeuner avec des amis, etc. Donc ça c'est vraiment un bel avantage de la solution. Moi je vais exactement dans ton sens, pareil, on s'y attendait pas du tout. Vu qu'on fait du emporter ou du sur place, on est sur une zone de 300 mètres, là où la delivery est plus sur du 3 km. Et donc de fait à 300 mètres, moi assez naïvement je pensais qu'on savait ce qui se passait à 300 mètres de chez nous. Or pas du tout, encore plus à Paris, où on se rend compte que non seulement il y a quand même un gros turnover des restos autour de chez nous, et on a vraiment là découvert l'avantage du digital par rapport à la découverte de restos autour de chez nous. Et oui, on a su prouver qu'on a mené une nouvelle clientèle au resto et des gens qui après revenaient.
j'ai peut-être une petite question amusante. Peut-être Lucie peut travailler avec Loïc et Edouard pour éventuellement les invendus que vous avez au niveau lunch et puis épicerie, parce que ça peut être un clientèle en plus. Bah, on en parlait, c'est sûr qu'on regardait tout à l'heure l'application Luncher, on a beaucoup de clients en commun déjà. Et donc c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas vocation à mutualiser ces clients? Après, je pense que le souci c'est qu'on est toujours tous sous l'eau et que du coup, parfois il y a des collaborations qui pourraient tout à fait se faire et en fait parfois on va rester dans la façon dont on sait faire. Mais effectivement, moi je suis complètement d'accord. Plus on peut collaborer et échanger des solutions intéressantes, mieux c'est. C'est des produits de qualité chers, frais, sont périssables aussi, donc peut-être il peut y avoir une offre plus libre. Mais c'est effectivement, on est tout à fait compatible puisqu'effectivement le poissonnier à la fin de la journée a besoin de liquider ses stocks. Donc on a effectivement une ressource commune sur nos deux applications, mais vous pouvez constater quand vous promenez chez les commerçants qu'ils ont plusieurs tablettes en général qui servent à faire plusieurs choses différentes. D'ailleurs, ça va commencer à devenir un problème, la place occupée par l'ensemble des tablettes chez les restaurateurs et autres commerçants. C'est vrai que c'est le problème du temps, que ce soit pour travailler avec d'autres startups ou avec des grands groupes, parce qu'on est également très sollicité pour travailler avec des gens du CAC 40 qui voient un moyen de tester des choses, etc. C'est vrai qu'une des qualités importantes de l'entrepreneur qui veut réussir, c'est de rester focus et tout ce qui lui tend la main pour aller agrandir son business, etc. C'est aussi finalement de l'expertise du métier qu'il n'acquiert pas. Et donc sur le principe, on est toujours tous partants pour collaborer et en réalité, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre au quotidien. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir tellement d'opportunités au quotidien qui s'offrent à nous, qui viennent vers nous, etc., que le plus dur, en fait, c'est de choisir les bonnes opportunités, de savoir faire le tri, même en termes de gens qui nous contactent. Au début, quand tu lances, tu es tellement content de pouvoir aller parler 1 heure avec une personne qui te dit que ton app est top. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste plus possible, ce qui est dommage. Mais c'est vrai que le challenge aujourd'hui, c'est de choisir les bonnes opportunités. Le marché, il est énorme, il y a énormément de choses à faire. Et donc, il faut juste savoir prioriser et sélectionner les bonnes, quoi. Choisir, c'est renoncer. Ouais, c'est vrai. D'autres questions? Oui, merci pour vos brillantes interventions. J'ai une question concernant les données que vous collectez au fur et à mesure. Alors ça concerne sans doute plus le B2C que le B2B, vraisemblablement. Non, mais ma question concerne la propriété des données et l'usage que vous en faites vis-à-vis de vos clients. Ouais, c'est une très bonne question parce que je pense que c'est un sujet qui est très touchy, encore plus en ce moment avec la nouvelle loi qui arrive en mai sur la protection des données des consommateurs. Pour moi, c'est assez clair. Les données, on les récupère, elles sont complètement confidentielles et on les garde. Il y a énormément de commerçants et notamment de grands groupes qui nous les demandent, bien sûr, qui sont même prêts à payer pour. Pour l'instant, nous, on est assez strict là-dessus et notre business model, il n'est pas placé sur les données, et donc c'est pas quelque chose qu'on envisage de monétiser en fait, en tout cas pour l'instant. Pareillement, on a une activité de marketplace, mais comme bon nombre quand même de marketplace, certes les données nous appartiennent, mais à nous d'essayer de les valoriser pour le compte de nos partenaires via des interfaces d'analytics, etc., pour essayer de faire de plus en plus de business. Après, de toute façon, il y a un fait, c'est que elles nous appartiennent. Oui, on n'a pas du tout vocation à les monétiser, parce que déjà, pour monétiser de la data, c'est un métier très particulier. Il faut une quantité astronomique de data, sinon on n'intéresse personne. Nous, en tout cas, on est à des années-lumière de pouvoir aller vers là. Déjà, d'un point de vue factuel, d'un point de vue stratégique, on n'en parle même pas. Donc effectivement, nous, notre seule responsabilité, c'est de faire en sorte que ces données soient sécurisées et surtout qu'on essaye d'en tirer le meilleur parti pour le compte de nos partenaires, sinon ça n'a aucun sens. Ce
qu'à l'inverse, c'est vraiment quelque chose qui peut tuer un business justement si ces données sont pas assez sécurisées. Et puis une autre réalité aussi, c'est que qu'elles soient à nous ou pas à nous, franchement, ça ne change rien du tout. Parce que aller donner de la data à n'importe quel corps de métier, hein, je ne fais pas une spécificité sur le monde de la restauration ou quoi, n'importe quel corps de métier, aller leur donner la donnée, elles ne sauront rien en faire de toute façon. Donc à partir de là, tant qu'elles sont exploitées à des fins purement business pour leur compte, il n'y a aucun problème. Au contraire, je pense qu'on peut même bien mieux le faire que eux. Je distinguerai juste les données personnelles et les données anonymisées, entre guillemets, où effectivement on n'a pas vocation à divulguer à qui que ce soit la consommation de chacun en termes de viande, de poisson ou de fruits et légumes. Par contre, c'est extrêmement intéressant pour les commerçants avec qui on travaille, qui avaient très peu de données. La majorité des commerçants avec qui on travaille ne connaissaient pas leur panier moyen quand on est allé les voir il y a un an. Aujourd'hui, de leur donner effectivement des chiffres sur à la fois le mode de consommation, la régularité de la consommation de leurs meilleurs clients, les produits les plus consommés, etc. De leur montrer également les adresses de leurs clients. Tout ça, c'est un travail d'éducation sur les données de ces petites entreprises que sont les commerçants et artisans. Et je pense que c'est une vraie valeur que nous apportons à nos partenaires commerçants qui valorisent énormément. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu monétises du coup? Je le monétise pas, je le fais rentrer dans le cadre du partenariat. C'est vraiment le partage de l'information avec notre supply en fait. Nous, dans le cadre de notre projet, de toute façon, la donnée client est justement une des pierres angulaires de notre positionnement. C'est-à-dire que le propriétaire de la base de données, c'est le restaurateur. Contractuellement, c'est écrit, etc. Donc on n'en fait évidemment rien, on ne la vend pas ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, très clairement, notre métier, ça va être de la faire parler pour le restaurateur. Donc on va tout à fait dans cette direction-là, de pouvoir être capable de... Parce qu'un restaurateur, quand on lui met son fichier à plat, il ne sait pas quoi en faire. Voilà. Donc, et nous, l'évolution de notre métier va effectivement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors on fait déjà des choses, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, avec l'historique du client, éventuellement ce qu'il a consommé quand on est connecté à la caisse enregistreuse ou à quelle table il était assis quand il est venu manger, etc., le restaurateur s'en sert rien que pour accueillir la deuxième fois ou la troisième fois mieux son client que la première fois. Ça, c'est déjà le cas dans la majorité de nos restos et ça fonctionne. Donc c'est une façon de travailler la donnée. Après, il y a effectivement arrivé à filier ceux qui ont à bon escient et autres. Et là-dessus, on peut récupérer tout un tas d'informations qui vont permettre de faire revenir le client et fidéliser. Donc ça fait partie de notre métier. Mais par contre, ça reste en vase clos, hein, c'est-à-dire que on ne va évidemment pas vendre cette donnée à l'extérieur. C'est une des pierres angulaires de notre positionnement. Mais on est d'accord que avec les lois qui arrivent, il va falloir faire les choses proprement. C'est ce qui est difficile d'ailleurs pour les startups, c'est que on n'a pas un département dédié à ce genre de sujets qui sont des problématiques hyper compliquées. Quand on voit le dossier, c'est juste incompréhensible. Voilà, il faut y passer du temps, donc on commence à se rencarder. T'as pas quelqu'un qui a déjà dépioté le dossier là, parce que moi j'ai pas le temps de le lire. Enfin, on sait comment ça va se passer, et puis en plus ça va être fait à la française cette histoire, donc ça va être, on va faire ça comme on peut quoi. Enfin, faut être très honnête. Dernière question. Dernière question, merci. J'ai une question sur les coûts d'acquisition de clients, parce que j'ai compris que vous étiez assez rapide après 2-3 mois, d'après ce que j'ai compris, d'avoir des clients, des consommateurs. Comment est-ce que vous les avez acquéris? Est-ce qu'il y a un best practice là? Pour moi, il y a un mot-clé, c'est la presse. Okay. C'est incroyable l'impact que la presse va avoir, que ce soit la presse papier, la presse, la radio ou la TV, qui est quand même encore le gros média qui change tout.
Nous, clairement, on passe au JT de TF1. Derrière, c'est 60 000 téléchargements, quoi. Donc c'est juste complètement incroyable. Après, il faut que la plateforme tienne, ne casse pas sous le flux, ce qui n'arrive jamais. Mais non, clairement, nous, l'acquisition d'utilisateurs, et aujourd'hui, juste en France, on a un demi-million de personnes qui ont téléchargé l'application, c'est la presse. Après, il y a les réseaux sociaux avec lesquels on peut jouer un peu, mais clairement, c'est vraiment ce qui change tout sur le B2C, c'est le fait qu'on parle de nous. Parce que tu es sur un sujet aussi... qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup, ouais, bien sûr. Nous, c'est marrant parce que la presse, c'est plus pour la notoriété dans notre industrie. Que pour le business. Voilà, que pour le business pur, pour nous rapporter des clients. Parce qu'on a une contrainte d'hyperlocalité. Hein. Donc, moi, effectivement, si je suis un JT de TF1, les gens de Biarritz qui vont voir, ils vont télécharger l'app et ils vont voir qu'on est qu'à Paris. Oui. Donc, ça va pas m'apporter du business. Donc, par contre, ça me fait une vraie notoriété d'un point de vue resto, d'un point de vue crédibilité, etc., etc. En revanche, nous, étant donné qu'on est très axé sur les équipes, le mot-clé c'est équipe, on est déjà dans une équipe, etc., on se rend compte qu'il y a une vraie viralité interne dans la société où il y a un effet de bouche-oreille. Donc il suffit qu'on cible bien des ambassadeurs dans chacune des sociétés qu'on vise, et sans rien faire, pouf, on voit qu'il y a une croissance organique à l'intérieur même des sociétés qui, en un mois de temps, on a réussi à modéliser le fait qu'en un mois de temps, on couvrait 90% de la société. Voilà. Donc c'est bouche à oreille. Moi je réponds pas, j'ai pas de croissance forte. Pour épicerie, je dirais que nous on est plutôt adeptes du multitouch, et effectivement de conjuguer à la fois tout ce qui est influence, que ce soit de la presse, des blogueurs, des Instagrammeurs, parce que Instagram est très fort dans l'univers du food, tout ce qui est effectivement digital, que ce soit les réseaux sociaux ou même la pub, et le terrain, parce qu'effectivement on est local, et donc certains de nos commerçants sont de très bons ambassadeurs du service. On est en street marketing, proche des marchés, à l'endroit où les gens vont faire leurs courses. Nous, on a plutôt une vision, je dirais, de plusieurs points de contact permettent de transformer l'utilisateur. Merci beaucoup, on a couvert beaucoup de sujets passionnants, on a parlé de qualité, d'artisanat français, et je pense que ça c'est quelque chose dont on peut être fier. Côté latin qui peut être un frein, on s'en rend bien compte, à la fois l'administration française qui peut être aussi un souci, je pense que ça c'est le cas pour nous tous. Un léger sous-financement aussi français, question de taille par rapport aux acteurs internationaux qui ont tout de suite beaucoup plus de moyens. Et puis bien évidemment la dimension sociale, ce côté indépendance, défense de quelque chose qui anime à la fois les équipes et qui intéresse nos consommateurs. Donc n'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur LinkedIn, on va poster la vidéo de la table ronde, n'hésitez pas aussi à la partager pour tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Un grand merci à nos intervenants pour cette excellente table ronde, et puis on termine pile à l'heure.